L'histoire officielle affirme qu'après avoir permis à l'Allemagne nazie de réduire l'Autriche en esclavage, les dirigeants démocrates trop conciliants abandonnèrent la Tchécoslovaquie à Hitler. Le drame se déroula en 2 temps. Le premier acte se joua en septembre 1938, lorsque Hitler réclama la région des Sudètes. Il s'acheva par les accords de Munich. Croyant la paix sauvée, les peuples exultèrent. Mais certains démocrates plus clairvoyants refusèrent de cautionner cette honteuse capitulation. Car ils prévoyaient que l'ogre nazi ne s'arrêterait pas là. L'avenir, dit-on, leur donna raison. Hitler dévora toute la Tchécoslovaquie avant de se retourner contre la Pologne. Cette thèse apparaît très convaincante, mais elle n'éclaire que la moitié de la scène. Déjà, elle oublie de préciser que la Tchécoslovaquie était une entité artificielle créée en 1919 afin notamment de procurer à la France une alliée pénétrant profondément en Allemagne. Cette entité artificielle comprenait plus de 2 millions d'Allemands. Ils étaient concentrés dans la région des Sudètes, à la frontière allemande. Ensuite, l'histoire officielle destinée aux masses omet de rappeler qu'en mai 1935, le gouvernement français signa un pacte d'assistance mutuelle avec l'URSS. L'objectif était d'encercler davantage l'Allemagne en renforçant l'allié tchèque qui, lui aussi, était lié à l'URSS. Le 18 février 1936, le député Xavier Vallat lança « Que vous le vouliez ou non, vous donnerez à l'Allemagne l'impression que vous voulez l'encercler par la France à l'ouest, par l'URSS à l'est, par la Tchécoslovaquie au sud-est. » Avec prescience, il ajouta que le pacte aurait 3 conséquences. 1. La remilitarisation de la Rhénanie, l'Allemagne voulant assurer sa sécurité à l'ouest. 2. L'Anschluss, l'Allemagne voulant se dégager au sud. Et 3. Une action contre la Tchécoslovaquie pour écarter le danger à l'est. Le procédé utilisé par les vainqueurs de 1945 est donc toujours le même. Dans cette gigantesque partie d'échecs qui se jouait en Europe, ils ne montrent que les coups portés par Hitler, sans jamais mettre en lumière ce qui les avait provoqués. Rétablissons donc l'équilibre en éclairant toute la scène. En 1916, un politicien tchèque, Edouard Beneš, publia un ouvrage intitulé « Détruisez l'Autriche-Hongrie ». Son exposé commençait ainsi. Les Tchécoslovaques, ou tout simplement les Tchèques, se composent de 2 éléments. 7 millions de Tchèques en Bohême, en Moravie et en Silésie, et 3 millions de Slovaques habitant le nord de la Hongrie. Ces 2 branches de la même nation ont la même civilisation, la même langue et la même histoire. Le dialecte slovaque diffère à peine du tchèque. L'unique obstacle à leur union complète est d'ordre politique. Les Tchèques sont sous le joug de l'Autriche, les Slovaques sous celui de la Hongrie, des Magyars. D'où le titre de son ouvrage qui plaidait pour la formation de la Tchécoslovaquie. Lors des conférences de paix, Edouard Beneš fut invité à soutenir son projet. La séance eut lieu le 5 février 1919, en l'absence d'un délégué hongrois ou autrichien. M. Beneš, ce jour-là, retraça l'histoire de la Slovaquie qui, dit-il, fit partie à une époque reculée du grand État tchécoslovaque dont la population eut de tout temps des sentiments tchèques. M. Beneš parla de langue commune, d'affinité morale et de liens constitués par les conditions religieuses identiques. Or, note le docteur slovaque Etienne Zako, ces allégations de M. Beneš sont, à maintes points de vue, absolument contraires à la vérité historique. En réalité, souligne-t-il, la Slovaquie n'a jamais été un pays défini et elle n'a jamais fait partie d'un État tchécoslovaque pour la simple raison qu'un tel État n'a jamais existé. Il n'est pas vrai non plus que les Slovaques désireraient s'unir aux Tchèques. Seuls quelques panslavistes renégats exprimèrent un tel désir, mais le peuple lui-même n'a jamais été consulté. Il n'y a aucune communauté de langage entre les Slovaques et les Tchèques. Pourquoi serait-il alors nécessaire d'employer des dictionnaires tchèques-slovaques ? Et encore moins identité d'esprit et moins encore de similitude de religion entre les 2 peuples. Au contraire, c'est un fait acquis que la plupart des Slovaques ne peuvent supporter les Tchèques et généralement les redoutent. C'est également un fait que la plupart des Tchèques propagent la religion hussite,
tandis que les Slovaques appartiennent en majeure partie à l'église catholique romaine et le reste à la confession luthérienne. Et l'auteur de la brochure de conclure, avant de citer d'autres approximations du docteur Bénesse, il est sans précédent dans l'histoire des conférences de paix que l'on ait attaché quelque crédit à de telles assertions arbitraires et fausses. Et un peu plus loin, si nous opposons l'argumentation de Bénesse à la pure évidence qui vient pratiquement démentir toutes ces affirmations, nous voyons la manière dont la conférence de paix a décidé du destin et de l'avenir de millions d'âmes. Cela n'aurait jamais pu se produire si les auteurs du traité de paix avaient admis aux discussions les représentants des vaincus, l'Autriche et la Hongrie, et prêté une oreille attentive à leurs arguments. Malheureusement, M. Bénesse eut la possibilité de faire ses déclarations sans contrôle efficace et sans être contredit. L'Autriche et la Hongrie ne purent se défendre parce que tout était joué d'avance. En effet, avant même le début de la discussion, l'État tchécoslovaque était un fait accompli. Administrativement, il avait déjà été créé. Seul restait à en délimiter les frontières exactes. C'est alors que le scandale atteignit son apogée. Sur la foi des allégations mensongères d'Édouard Bénesse, les vainqueurs créèrent un pays artificiel, la Tchécoslovaquie. Il était formé d'une mosaïque de territoires sur lesquels vivaient non pas 2 peuples, les Tchèques et les Slovaques, mais 7 peuples. Les Allemands formaient près du quart de la population. On les appelait les Sudètes. Ils étaient regroupés dans des zones frontières avec l'Allemagne. Sachant que leur intégration dans la Tchécoslovaquie poserait problème, on leur garantissait le bénéfice du droit des minorités ainsi qu'une égalité économique avec les Tchèques. Mais ces promesses étaient d'ores et déjà violées. Car dès octobre 1918, les représentants des Sudètes avaient choisi leur rattachement à l'Autriche. Aussi avaient-ils préparé des élections pour élire une assemblée constituante. En réponse, les Tchèques avaient envoyé l'armée, occupé la contrée et commencé une politique violente de tchéquisation. Pendant des années, les Sudètes en appelèrent à la Société des Nations afin qu'elle exige du pouvoir tchèque le respect de leurs droits. En vain. Dans un article paru en 1927, un Britannique, Lord Rothermere, avertit que l'antagonisme des peuples artificiellement réunis menaçait la Tchécoslovaquie d'implosion. 2 ans plus tard, il prédit qu'un jour ou l'autre, les Sudètes voudraient se rattacher à l'Allemagne. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir et le relèvement du pays, cette hypothèse acquit chaque jour davantage un caractère de certitude. Voilà pourquoi, début 1934, un auteur voulut alerter les Français pour qu'ils acceptent de réviser les traités de paix. Dans un article intitulé « Menaces sur le Danube », il exposa le cas de la Tchécoslovaquie. Son seul défaut est de n'avoir jamais existé. Nous l'avons fabriqué de toutes pièces. Nous ignorons tout ceci. 1. Les peuples réunis dans l'État tchécoslovaque n'avaient jamais vécu ensemble à aucun moment de toute leur histoire. 2. Ils sont séparés par la longueur et par la largeur des Carpates. Aucune unité physique, toutes les incommodités, tous les obstacles naturels, une dispersion géographique. 3. Ils constituent un conglomérat le plus complexe. 48% de Tchèques, 16% de Slovaques, 24% d'Allemands, 8% de Hongrois, 4% de Ruthènes, le reste juifs, polonais. Dans ce pays, les minorités sont la majorité. La diversité des races s'accroît d'une diversité de langues. Le slovaque est incompréhensible au tchèque et réciproquement. En Russie subcarpatique, on use de 2 langues, le russe qu'on écrit avec des caractères cyrilliques et le yiddish qu'on écrit avec des caractères hébraïques. 5. Pour aggraver le tout, des différences de religion. Les Tchèques sont hussites et anticatholiques. Les Slovaques sont catholiques fervents. Les Ruthènes sont orthodoxes ou bien uniates. Quel étrange état! Nous avons voulu édifier une barrière au germanisme et non seulement nous n'avons dressé qu'un joujou d'enfant, mais le pire est que nous avons travaillé pour le roi de Prusse. En effet, la Tchécoslovaquie est menée par les Tchèques contre les Slovaques, les Magyars, les Ruthènes, etc. Or, les Tchèques, quoi qu'ils en veuillent, sont dominés en fait par les Allemands. Ceux-ci sont 24% dans la République, 50% en Bohême. Ils forment la partie la plus industrieuse, la plus travailleuse, la plus cultivée de la population. Ils se sentent soutenus par le grand passé de leur pays, par son exemple et sa force d'attraction. Ils détiennent le contrôle de l'industrie et du commerce. En Tchécoslovaquie, la grande langue des affaires est l'allemand. Les Allemands sont là-bas une minorité dominante. Puis l'auteur prévenait les Français de façon prophétique. Je dis que, si on laisse les choses dans leur état actuel, la Bohême ne pourra pas échapper à son éternel destin d'être un État allemand.
Nous sommes bien présomptueux de croire qu'un morceau de papier et des discours de ministres peuvent effacer des siècles d'histoire. Que fut le roi de Bohême pendant 500 ans, sinon un électeur du Saint-Empire? Et en 1848, lorsqu'une éphémère république fut proclamée à Prague, à qui demanda-t-elle son rattachement? À la République allemande. Sans compter qu'une fois terminée la petite comédie de la résistance autrichienne, c'est-à-dire lorsque la France cessera de payer à Vienne, la position de la Tchécoslovaquie deviendra intenable. Après l'Anschluss autrichien, ce sera l'Anschluss tchèque. Dès 1934 donc, ce connaisseur des questions danubiennes avait prévu le scénario qui se déroulerait par la faute des traités de paix des années 20. L'Allemagne absorberait d'abord l'Autriche, puis la Bohême avec sans doute le reste des territoires qui composaient l'entité artificielle tchécoslovaque. Début 1934, peu de gens y crurent, car le nouveau Reich commençait seulement à se relever. Mais en février 1937, Lord Rothermere annonça qu'avec l'Allemagne désormais forte, les Tchèques paieraient bientôt le prix des injustices qu'ils avaient commises pendant toutes ces années à l'encontre des minorités. S'y ajoutait, pour le malheur des Tchèques, une autre raison, de nature stratégique. Les vainqueurs de 1918 avaient créé la Tchécoslovaquie afin de posséder un allié à l'Est. En septembre 1938, l'hebdomadaire Regard l'admit clairement, tant c'était une évidence. Qualifiant la Tchécoslovaquie de clé de voûte de la sécurité française, il expliqua « En elle, les démocraties ont eu une sentinelle avancée, un peu isolée certes, mais qui acceptait avec un courage tranquille la mission dangereuse qu'on lui avait donnée. Cette mission consistait tout naturellement à menacer l'Allemagne humiliée pour mieux la paralyser. Afin de briser son isolement, la Tchécoslovaquie s'était liée à l'URSS et à la France. Là aussi, l'évidence était aveuglante. Non seulement l'armée tchèque avait été réorganisée par la France, mais aussi en 1934, ces grandes manœuvres avaient été organisées en présence de gradés français. L'alliance militaire était donc étroite et aussi revendiquée. Ces explications publiées après Munich confirmaient l'importance militaire que la Tchécoslovaquie représentait pour la France. De plus, Lord Rothermere soulignait que depuis son pacte d'assistance avec l'URSS, la Tchécoslovaquie était devenue une base pour l'aviation soviétique. Cette base représentait un danger très grave pour l'Allemagne qui, tout naturellement, voudrait s'en débarrasser. Sur les deux points, l'auteur avait raison. En 1936, un stratège français avait qualifié la Tchécoslovaquie de boulevard important pour une opération de l'Ouest en direction de l'Est et réciproquement. Il ajoutait qu'elle pourrait servir de base offensive. Connu en Allemagne, cet exposé confirma la menace bien réelle qui pesait sur le pays. Sans doute est-ce la raison pour laquelle, fin 1936, l'organe de la SS évoqua le danger que représentait désormais l'aviation soviétique disposant de bases en Tchécoslovaquie. Au cours de ces derniers mois, le long des frontières du pays des Sudètes et loin en avant en Slovaquie, de nouveaux terrains d'aviation et de dépôts de matériel ont été établis, si bien que Berlin, par exemple, pourrait être atteint en 42 minutes, même avec les appareils de bombardement les plus lourds, s'il n'y avait pas aux frontières du Reich une défense aérienne efficace. Pour donner une idée de la menace que représentent pour toute l'Europe centrale ces points d'appui soviétiques, disons que les avions de bombardement ennemis pourraient par exemple atteindre Nuremberg en 23 minutes, Dresde en 9 minutes, Chemnitz en 15 minutes, Breslau en 32 minutes, Linz en 20 minutes, Steyr en 22 minutes, Budapest en 31 minutes. On comprendra ce que cela signifie si l'on se rappelle le fameux mot de Staline disant que la guerre moderne ne se déclare pas mais qu'elle se fait. L'article conclut d'ailleurs par l'affirmation que l'Allemagne sait et saura se défendre contre le danger qui la menace. Si avant mars 1938, l'avertissement pouvait apparaître comme une forfanterie, tout changea ensuite. Car avant l'Anschluss, la Tchécoslovaquie était comme une pointe qui pénétrait au sein de l'Allemagne pour mieux la menacer. À partir de mars 1938, toutefois, l'Anschluss ayant été réalisé, désormais, l'Allemagne prenait la Tchécoslovaquie en tenaille. Hitler allait en profiter pour supprimer cet allié de la France et de l'URSS. Le 30 mai 1938, il annonça à ses généraux sa décision irrévocable de détruire la Tchécoslovaquie par une action militaire. Le plan devait pouvoir être mis à exécution le 1er octobre 1938. En septembre, la crise qui couvait éclata. Des affrontements eurent lieu entre des Sudètes et des Tchèques.
Craignant les violences, des Sudètes se réfugièrent dans le Reich. Le 14, Hitler exigea qu'une solution soit trouvée. Le journal du général Jodl confirme que le Führer était alors prêt à lancer ses troupes. Il avait donné l'ordre qu'à partir du 28, elles soient transportées à la frontière. Un Britannique envoyé pour enquêter, Lord Runciman, conclut que les Sudètes devaient obtenir leur rattachement au Reich. Mais les jours passèrent sans que rien ne vînt. L'armée tchèque ayant été mobilisée, le Führer frappa un grand coup. Le 27, il adressa un ultimatum au gouvernement de Prague. Le même jour, il ordonna que le 30, les troupes soient prêtes à l'attaque. Le monde était au bord de la guerre. En France, les réservistes furent rappelés. Anxieux, le public retenait son souffle. Les dernières nouvelles étaient lues avec avidité. Le 28, Hermann Göring jugea la guerre inévitable. Elle durerait 7 ans, mais l'Allemagne vaincrait. Si donc Hitler avait voulu sa revanche armée, c'eût été le moment. Mais la veille, dans un discours, Joseph Goebbels avait promis aux Berlinois qu'Hitler sauverait la paix. Il disait vrai. Car au lieu de lancer ses armées pourtant prêtes et supérieures, le Führer accepta le principe d'une conférence pour résoudre pacifiquement la crise. La paix fut sauvée in extremis grâce aux accords signés à Munich. Dans la ville, la foule allemande acclama les dirigeants qui avaient conjuré le spectre de la guerre. À Londres, le peuple salua M. Chamberlain et son épouse. Une petite Britannique attendit plusieurs heures devant le 10 Downing Street afin de remettre à Mme Chamberlain une lettre de remerciement. À leur retour en France, le chef du gouvernement Édouard Daladier et le ministre des Affaires étrangères Georges Bonnet furent ovationnés par une foule en liesse. Certains dessinateurs rapportèrent ce qu'ils avaient vu. La joie des mères et des épouses fut indescriptible. Quant aux démobilisés, heureux, ils trinquèrent à la paix. Car 25 ans après 1914, le peuple ne voulait pas la guerre. Tout comme en Autriche 6 mois plus tôt, dans les territoires des Sudètes, les Allemands furent accueillis en libérateurs. Lors de sa venue, Hitler fut ovationné. Tout au long du parcours, il dut serrer des mains. J'ajoute que l'Allemagne ne fut pas le seul bénéficiaire des accords de Munich. La Pologne récupéra le district de Teschen qui était peuplé en majorité de Polonais. La photo montre une vieille Polonaise qui embrasse le général venu avec ses troupes occuper la région. Il n'y a là rien d'étonnant. À l'époque, la Pologne était l'allié de l'Allemagne. Le 26 janvier 1934, les deux pays avaient conclu un pacte de non-agression. Ce qui est aujourd'hui présenté comme une politique d'annexion hitlérienne fut en réalité une gigantesque partie d'échecs diplomatiques ayant l'Europe pour damier. Après avoir réoccupé la Rhénanie et réalisé l'Anschluss, à Munich, Hitler termina un coup diplomatique en 3 temps qui brisait l'opération d'encerclement réalisée par la France. Sa manœuvre fut facilitée par le fait que les traités de paix imposés en 1919 étaient remplis d'injustices qui demandaient réparation. Le génie de Hitler fut d'avoir combiné ces réparations avec sa politique étrangère. Par conséquent, bien qu'ayant été motivés par la diplomatie, les accords de Munich restent le triomphe de la justice et de la paix, car ils libéraient les Allemands des Sudètes, victimes des mensonges d'Édouard Bénès. Telle est la conclusion lorsqu'on éclaire la totalité de la scène historique. Nach seiner Rückkehr aus München hielt der Führer seinen triumphalen Einzug in die Reichshauptstadt.
Le 30 septembre 1938, enfin, Hitler et Chamberlain s'engagèrent à toujours œuvrer pour la paix, en premier lieu par la négociation. Mais dans l'ombre, les bellicistes travaillaient. 2 événements allaient servir leur cause et assurer leur victoire. Ce sera l'objet des prochains épisodes.